qu'elle a donné rendez-vous jeudi, la veille de la décision des sages du Conseil constitutionnel. On en parle dans un instant avec nos invités. Merci à vous d'être avec nous. Dominique Corona, secrétaire, bonjour à vous, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Sébastien Ménesplier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT. Et puis Jean-François Madieu, bonjour, sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Mais d'abord, Daï Codouy est avec nous, évidemment, puisque l'actualité, c'est aussi la première ministre, Elisabeth Borne. Elle est en déplacement. On ira l'entendre peut-être tout à l'heure. Vous la voyez ce matin, voilà. Elle est dans l'Aveyron. Elle sera à Rodez ce midi, la première ministre, pour parler de la santé. C'est la deuxième fois, Daïk, qu'elle se déplace depuis le recours au 49.3. Un déplacement est bien conçu, évidemment, puisqu'on se demande si elle va réagir à cette réforme des retraites. Mercredi, elle a de nouveau dit non aux syndicats pour le retrait du report à 64 ans. Mais pour autant, elle tente quand même d'apaiser le jeu, de calmer les tensions. Elle veut éviter que les syndicats ne sortent humiliés de cette séquence. Alors, est-ce qu'en cela, Matignon se distingue de l'Élysée? Alors, c'est pas une interview en bonne et due forme, mais ce sont des propos rapportés de la Première ministre par le journal Le Monde ce matin, où en effet, elle utilise le vocabulaire et le registre de l'apaisement, puisqu'elle dit par exemple ceci, qu'il faut être attentif à ne pas brusquer les choses, où elle appelle à respecter une période de convalescence pour les syndicats. Quand vous parlez de convalescence, c'est que vous reconnaissez qu'il y a une maladie. Alors, est-ce qu'on parle de crise démocratique, cette maladie? Ça, c'est autre chose. Mais clairement, elle tranche dans le ton avec les derniers propos d'Emmanuel Macron tenus de Pékin, de Chine, où il est en voyage, sur les derniers événements du mouvement de contestation. Et puis, elle a aussi des paroles politiques, Elisabeth Borne. Elle veut affirmer son rôle politique. Elle dit qu'elle n'est pas là pour administrer le pays. En clair, c'est pas simplement une techno, mais elle dit qu'il faut redonner du sens et du souffle à notre pays. Elle émet des doutes sur la mission que lui a confiée le président de la République, à savoir élargir une majorité. Elle pense que c'est impossible et qu'il vaut mieux travailler projet par projet. Bref, vous l'avez compris, elle engage un rapport de force discret mais bien réel avec le président de la République, avec comme enjeu son maintien ou non à Matignon. Alors justement, le président de la République, vous l'avez dit, Daïk, il était en déplacement en Chine depuis mercredi et pour 3 jours. Est-ce qu'il a réagi justement à ces propos indirects d'Elisabeth Borne? Écoutez la réponse de notre envoyé spécial Guillaume Darret qui suit pour nous le président. Oui, je cite, le cap a été donné par le président. Il a demandé à la première ministre de recevoir les syndicats et de travailler à une feuille de route pour les prochains mois. Voici la réponse un peu sèche depuis la Chine de l'entourage d'Emmanuel Macron aux propos d'Elisabeth Borne. La première ministre qui a confié à plusieurs journalistes qu'elle estimait, je cite, qu'il fallait respecter une période de convalescence et faire en sorte que les syndicats ne sortent pas humiliés de cette séquence. Des mots qui tranchent nettement avec ceux de l'entourage du président de la République, qui il y a 2 jours encore, depuis la Chine, ciblait le patron de la CFDT, Laurent Berger. Alors, tension ou non, c'est en tout cas la première fois que le président et la première ministre semblent se démarquer aussi nettement. Et ce que je peux vous dire, c'est pendant les 3 jours de ce déplacement ici en Chine, ce sujet des retraites est resté omniprésent. Voilà, Guillaume Darret, donc depuis Canton en Chine, qui est auprès du président. Et il y en a un qui profite de cette légère dissension. On l'a entendu, c'est justement Laurent Berger de la CFDT. On l'écoute, il était ce matin l'invité de nos confrères de BFM. Avec Madame Borne, on a eu des fois des débats quand elle était ministre du Travail ou quand elle est première ministre qui étaient encore une fois rudes sur le fond, mais il n'y a jamais eu un problème de respect et donc moi Madame Borne est une interlocutrice pour qui j'ai du respect, avec laquelle je suis pas d'accord sur nombre de points et notamment sur cette réforme des retraites, mais avec qui on a toujours pu discuter. Alors, est-ce qu'on peut discuter avec la première ministre du côté des syndicats? Eh bien, on pose la question directement à nos invités. Sébastien Ménesplier, à la CGT, est-ce qu'on arrive à discuter? Est-ce qu'on a du respect toujours pour la première ministre aussi? Écoutez, oui, on a du respect pour toutes les personnes qui représentent la République. On a beaucoup de désaccords, ça c'est très clair, sur ce sujet, comme d'autres d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de côtoyer la première ministre à l'époque où elle était ministre de la Transition énergétique et ministre du Travail. On a beaucoup de désaccords sur le champ de l'énergie, comme à l'époque quand elle s'occupait déjà du dossier des retraites, notamment la réforme de retraite à points. Mais ça ne nous empêche pas de respecter les femmes et les hommes qui représentent ce pays. Les désaccords... Mais il est plus à l'écoute qu'Emmanuel Macron? Parce que c'est ça, en fait, le sujet du jour. Je pourrais pas dire, parce que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer le président de la République dans ses fonctions. Par contre, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'époque où il était ministre de l'économie. Il écoutait, en tout cas, il faisait semblant d'écouter. Après, il avançait tel qu'il avait décidé, et donc comme un seul homme.
Mais la première ministre en soi, nos désaccords, elle les connaît très bien. Il s'agit, d'ailleurs, on lui a dit, quand on l'a rencontré, il s'agit aussi, en tant que première ministre, de ne pas être toujours aux ordres du président de la République et de faire aussi, pour le bien du pays, les mesures adéquates en fonction de ce qui se passe. Et là, réellement, je trouve que elle est à côté de la plaque. C'est le message que vous avez porté mercredi ? Oui, tout à fait. Dominique Corona, vous partagez ? Écoutez, il y a toujours effectivement beaucoup de respect. Moi, j'ai fait toutes les concertations au ministère du Travail. Et très franchement, ça s'est toujours bien passé dans le respect. Mais on a toujours dit, même sur votre antenne, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'on voyait bien que les décisions n'étaient pas prises là. Les décisions, elles sont prises à l'Élysée. Et que c'est bien effectivement le président de la République qui, aujourd'hui, donne les ordres. C'est lui qui a dit, ça sera 64 ans et rien d'autre, alors que d'autres solutions sont possibles pour le financement de nos retraites. Donc, elle est courageuse, là, ce matin, d'essayer quand même de montrer une petite différence. Écoutez, moi, je trouve effectivement, nous, on trouve à l'UNSA, effectivement, que le fait que la Première ministre s'exprime comme ça aujourd'hui est plutôt un signe positif envers les organisations syndicales. Elle a peut-être compris enfin que le dialogue social, la démocratie sociale avait du poids dans ce pays et que de braquer les organisations syndicales, de braquer les Français, ça n'avait rien de bon pour la démocratie et rien de bon pour d'autres réformes si le président de la République veut le faire. Donc, on va voir, mais la réponse du président de la République est arrivée tout de suite. C'est donc bien lui qui est en première ligne sur les retraites. Donc c'est à lui aujourd'hui de retirer son projet. Et donc de Chine, puisqu'il nous envoie des messages, moi je lui renvoie un autre message, disant, Monsieur le président de la République, il y a du monde dans la rue, la France est divisée, retirez cette réforme, il n'est pas encore trop tard pour vous. Après, la situation sera beaucoup plus compliquée. Jean-François Amadieu, cette dissension au sein de mouvements sociaux entre Matignon et l'Élysée, c'est quelque chose d'inédit ou pas du tout ? Non, c'est pas la première fois, on le sait bien, entre le président et son Premier ministre. Hein, et dans d'autres réformes, ça s'est déjà produit. On pouvait se demander combien de temps Elisabeth Borne allait accepter de servir de fusible, porter le chapeau sans rien dire. Apparemment, ça n'a pas duré très longtemps. Elle le fait savoir ouvertement. Ce qui est intéressant dans... C'est un discours qui a évolué ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Mais voilà, dont acte c'est de plus en plus clair. Cela dit, dans ce que dit Laurent Berger, il y a deux éléments. Quand il parle de respect, c'est bien sûr, comme Sébastien Ménéplier, vous-même le disiez, on respecte la Première ministre, ça c'est entendu, mais on est respecté aussi. Car, sauf erreur, c'est bien les deux qui veut signaler. Et c'est vrai qu'il n'a pas été particulièrement, comme d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales, et lui à titre personnel. Donc il ne rate pas une occasion de le faire remarquer. Et le dialogue social, ça commence par le respect dans les deux sens du partenaire. Sébastien Ménéplier. Oui, en fait, je pense réellement que la Première ministre, cette semaine, quand elle a reçu les organisations syndicales, l'intersyndicale, elle nous a fait part, en effet, de la feuille de route que lui a dressée le président de la République sur le dialogue social qu'elle doit ouvrir sur un certain nombre de sujets qui concernent le travail en soi, et c'est important. On nie pas que ces sujets-là, il ne faut pas qu'on en discute. Ce qu'on lui a dit, c'est que ces sujets, ils auraient dû être discutés avant même que on entende cette volonté d'aller sur une réforme des retraites. Mais qui plus est, la feuille de route qui a été dressée par le président de la République, on voit bien que c'est lui qui détient les manettes de tous ces sujets. C'est en soi quelle marge de manœuvre elle va avoir aussi en tant que première ministre. Et là, véritablement, elle montre aujourd'hui que on lui a demandé quelque chose qui était pas insurmontable, mais que sans interlocuteurs en face d'elle, ça allait être compliqué pour avancer. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le respect qu'on doit avoir pour les femmes et les hommes qui représentent la République, il serait bien aussi que l'inverse, ça soit d'égal à égal. Et là, en l'occurrence, le président de la République, je trouve que dans la période, il n'est pas très respectueux de son peuple et des citoyens qui se mobilisent depuis maintenant le mois de janvier vis-à-vis d'une réforme qui veut, droit dans ses bottes, faire passer, alors qu'il n'a vraiment pas du tout... il n'est pas du tout adoubé par les citoyens de ce pays. Dominique Corona. Enfin, la difficulté que nous avons avec cet exécutif, moi je vous le dis, tous les jours j'ai une surprise. Voilà, donc tous les jours je me lève en disant qu'est-ce qui va m'arriver. Vous attendiez là aujourd'hui c'est la première ministre qui parle. Mercredi par exemple. Vous attendiez ce discours mercredi. Oui. Bon, c'était pas le cas. Donc voilà, donc tous les jours j'ai une surprise. Alors peut-être que d'ici là, le président de la République va avoir un éclair de génie, Jupiter qui prend l'éclair et qui tout d'un coup va dire je retire cette réforme. Enfin, je m'attends à tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qu'était le dialogue social. Le président de la République n'a pas compris ce qu'étaient les organisations syndicales. Toutes les réformes qu'il a essayé de mener, il les a faites à la schlag directement. Prenons la réforme de l'assurance chômage.
il n'y a pas eu de concertation. La réforme de retraite, pas de concertation. Alors qu'il nous a dit, je vais changer de méthode. Il ne change pas de méthode. Et on voit même que, visiblement, il fait la même méthode avec ses ministres et la première ministre. C'est-à-dire qu'en fait, il décide tout seul face à tout le monde. Et ça ne peut pas durer. Et donc, il faut vite qu'il change de braquet parce que sinon, effectivement, nous allons avoir un vrai problème démocratique. Démocratie sociale, démocratie parlementaire. Enfin, il a perdu sur toute la ligne. Il a perdu dans le pays. Il a perdu à l'Assemblée nationale sur cette réforme. Et il continue. Donc, il faut vraiment qu'il rechange de braquet très rapidement. Jean-François Madieu, pardon, ensuite Daïc. Oui, de façon caricaturale, de plus en plus claire pour tout le monde, il y a vraiment deux conceptions différentes de la place des partenaires sociaux et plus généralement des corps intermédiaires dans la République. Et c'est la place de la démocratie sociale. Le président de la République incarne vraiment une ligne qui laisse une place assez marginale finalement aux partenaires sociaux. C'est tout à fait évident et Dominique Corona vient de le rappeler. Ça n'a jamais été aussi limpide que cette opposition. Et donc tout ça va se dénouer dans quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel. Et là, évidemment, la clarification aura lieu. Enfin, la clarification, le choix d'une des deux lignes. Par la force des choses. Mais par la force des choses à ce moment-là. Mais on sait que pour le moment, le président, effectivement, n'en démord pas. C'est même assez surprenant parce que quand on reprend en longue période depuis quelques dizaines d'années, la tendance était quand même plutôt en France, à essayer de renforcer la place des partenaires. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que ces derniers temps, même le MEDEF fait remarquer quand même, il faudrait qu'il y ait un peu plus de place pour les partenaires. Très silencieux. Oui, mais il l'est moins. Il l'est moins. Il est moins sur la méthode. Il ne veut pas assumer la réforme d'Emmanuel Macron. Juste pour conclure peut-être sur ce sujet-là, Flore, l'exécutif, depuis 2 mois, rêve de fissurer l'intersyndicale entre syndicats réformistes et syndicats dits plutôt révolutionnaires. Ça marche. Et là, c'est l'inverse qui arrive, c'est l'exécutif qui est en train de se fissurer. En tout cas, c'est ce qu'essayent de faire l'intersyndicale aujourd'hui. C'est vrai. Merci beaucoup, Daïc, pour ce point politique. Si on revient vraiment sur le front de la mobilisation, c'était donc la 11e journée de mobilisation hier avec des violences, en tout cas envers certains symboles et dans certaines manifestations à Paris, à Lyon ou encore à Nantes. À Paris, début d'incendie, on a vu ces images impressionnantes du restaurant La Rotonde. C'est là justement qu'Emmanuel Macron avait célébré sa victoire à la présidentielle. Retour sur cette journée avec Pauline Forgue, on en parle après. 22h30. Les manifestants les plus déterminés occupent toujours la place d'Italie face aux forces de l'ordre dans une dernière confrontation. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. L'épilogue d'une nouvelle journée de mobilisation émaillée de violence. Plus tôt dans l'après-midi, plusieurs dizaines de personnes envahissent les locaux parisiens de BlackRock, géant de la finance. Voilà, on rentre dans le temple de la colère. Sur le toit du restaurant La Rotonde, cet employé tente d'éteindre les flammes déclenchées par un fumigène. Les forces de l'ordre sécurisent l'établissement dans lequel Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle en 2017. Un symbole pris pour cible par des manifestants radicaux. C'est surtout une prise à partie des forces de l'ordre qui étaient présentes à cet endroit-là, puisque ceux qui prennent à partie les forces de l'ordre ne sont pas à mes yeux des manifestants. Je les qualifie pas de manifestants, sont des casseurs. Et à la moindre occasion, ils cherchent ces casseurs qui ont constitué hier un bloc qui a dépassé les 1500 personnes, un bloc compact qui se grime le visage et qui cherche une seule chose, c'est affronter les forces de l'ordre. 2 banques sont envahies et dégradées, plusieurs feux de poubelle allumés sur le parcours. Une 11e journée de mobilisation marquée par de nouveaux heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Alors, on a enregistré 111 interpellations selon le ministère de l'Intérieur hier et quelques 150 forces de l'ordre blessées. Jean-François Amadieu, je voulais vous poser cette question. Évidemment, c'est toujours l'œuvre de fauteurs de troubles, comme d'habitude, qui se greffent au cortège et qui représentent quoi, une centaine de personnes ? C'était davantage hier, manifestement. Mais on a l'habitude, c'est toujours à l'avant en général des cortèges. Il faut le repréciser, ce ne sont pas les manifestants Non, évidemment. D'ailleurs, c'est organisé de telle manière qu'on sait bien, c'est à l'avant ou à l'arrière, mais pas au sein des cortèges. Ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est qu'évidemment, il y a une porosité plus ou moins importante, puisque comme vous le savez peut-être, mais devant le cortège des organisations syndicales, emmené derrière vous-même, et donc les organisations, il y a des formations politiques
Bon, ça peut être la CNT ou d'autres qui sont là. Plus à l'avant maintenant se mettent des Black Blocs ou des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'ultra-gauche. Et effectivement, ça crée un ensemble au fond de sympathisants, plus des gens qui sont vraiment ce qu'on appelle des Black Blocs, très organisés. Et donc, ça crée un nombre de personnes qui peut être relativement important, qu'on a déjà vu en d'autres occasions. Je me souviens d'un 1er mai, ça générait finalement un monde important devant le défilé, qui est le défilé officiel. Voilà. Et toujours, donc, on s'attaque à des symboles, en l'occurrence des banques, la rotonde. C'est ça. Alors après, ce qu'il faut dans le bilan d'une journée comme hier, c'est regarder si finalement il y avait quelques dégradations à Paris, mais en province peut-être moins. Donc au total, il faut faire la part des choses. C'est resté relativement sous contrôle, même si bien entendu il y a des images qui tournent et il y a toujours des violences, des affrontements. Mais je crois qu'il faut insister une nouvelle fois sur le fait historique qui s'est produit depuis 3 mois, qui est que pendant 2 mois, il y a quasiment rien eu lorsque les organisations syndicales menaient, depuis le mois de janvier, des manifestations. On n'a pas observé tout ce qu'on a vu, par exemple, hier. Ça restait marginal, même si il y avait toujours, évidemment, en fin de cortège, enfin, il y avait... mais c'était très, très calme. Et ça montre que quand les organisations syndicales sont fortes en intersyndicales avec du monde, eh bien, ils tiennent les choses, ils tiennent la maison. Personne ne veut venir perturber le mouvement social. Ça, c'était quand même un fait historique. Enfin, c'est historique. Enfin, au moins depuis 2016, on sait que ça se passait pas comme ça en France. J'espère que par la suite, le 1er mai, on aura un 1er mai cette fois-ci qui à nouveau sera calme, pas comme celui qu'on a connu, je crois, en 2016 de mémoire. Oui, 2016. C'est pas terrible. Exactement. Alors, on l'a dit, il y a quelques 570 000 manifestants qui ont été recensés hier selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats. Donc, c'est moins que lors de la précédente mobilisation. Elle dure depuis le 19 janvier, ces mobilisations maintenant. Et pour autant, même si le mouvement semble donc s'essouffler, en tout cas dans les chiffres, eh bien, regardez ce sondage Harris Interactive ce matin, 68% des Français restent opposés à cette réforme et 67% des sondés soutiennent toujours le mouvement de contestation. Je me tourne vers vous, Sébastien Ménesplier, et vous, Dominique Corona. Comment on peut expliquer du coup qu'il y a un peu moins de monde dans la rue hier, par exemple? On sait que ça coûte cher. Est-ce qu'on ressent aussi peut-être de la lassitude ou de la résignation? Écoutez, près de 2 millions dans les rues hier, avec 300 cortèges depuis le 19 janvier. Très franchement, nous, on salue. Et c'est très positif parce que durer autant de jours mobilisés sur des appels de l'intersyndicale, mais aussi dans des professions. Hier, c'était 33 jours de grève reconductible. J'en parle avec connaissance de cause parce que du coup, dans l'énergie, on le vit maintenant pleinement. Écoutez, c'est vraiment très positif et il y a une détermination qui reste intacte. Enfin, quand vous mettez les sondages ce matin, ça parle réellement de ce qui se passe dans ce pays. Alors, mobiliser encore la semaine prochaine et atteindre ce niveau comme celui d'hier, c'est largement faisable. Mais en effet, on peut pas nier que aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur qu'est-ce qui va se passer le 14. Et puis, ça fait beaucoup de journées de mobilisation. Ça commence en effet à coûter cher. Et puis, ça pénalise les familles. Et est-ce qu'on a encore de l'espoir d'une sortie de crise, justement? Alors, je ne sais pas s'il y a de l'espoir, mais il n'y a aucune résignation. Aucune résignation. Vos chiffres le démontrent. On est au bout de la 11e manifestation. Je crois, monsieur Amadieu, qu'on n'a jamais vu de tel niveau de manifestation en France après, effectivement, 11 manifestations et sur un laps de temps aussi long. La crise, elle est extrêmement profonde. Elle est ancrée. Donc, il n'y a aucune résignation. Et moi, je vous le dis, nous continuerons à combattre cette réforme, quel que soit ce que dira le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel va donner la loi, le droit, mais c'est pas pour autant qu'elle sera plus juste demain. Elle sera toujours injuste. Elle sera toujours injustifiée et toujours punitive. Mais donc, nous combattrons. Ou une 13e, ou une 14e, ou une 15e journée de mobilisation, pourquoi elles obligeraient le gouvernement à retirer un texte qui, en plus, là, pourrait être promulgué, alors que les précédentes n'y sont pas parvenues? Donc, à un moment, c'est les dernières manifestations qu'on voit là. Écoutez, ça, si vous le dites, on verra. Moi, je vais vous dire. Alors, c'est une question. Alors, je vais vous dire. Nous, à l'UNSA, nous avons toujours dit que quand vous avez autant de gens dans la rue, vous ne pouvez pas dire aux gens maintenant circulez, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Nous ne sommes pas un livre où on tourne les pages en disant on met la poussière sous le tapis, c'est fini. Les gens se sont mobilisés, ont perdu de l'argent, et donc cette colère, elle est profonde. Donc, elle va continuer à s'exprimer. Donc, nous avons toute la panoplie que nous offre le Conseil la Constitution, pardon. La manifestation, le RIP. S'il faut aller au RIP avec 4,8 millions de signatures pour avoir le référendum d'initiative partagée, nous les aurons. Nous les aurons parce que nous allons aller chercher des signatures. Et je vous dis, si le président de la République pense
que c'est fini, qu'après le Conseil constitutionnel, on arrête, eh bien, il se trompe et il verra que ça va continuer d'une façon ou d'une autre. Alors justement, le gouvernement, on va écouter la Première ministre Elisabeth Borne qui s'exprime. Dans quelques minutes, elle est dans l'Aveyron, vous le voyez, devant une maison de santé rurale. Vous allez voir ces images. Et si elle parle évidemment des retraites, on vous en fera part sur France Info. On continue d'en parler avec nos invités. Évidemment, ça veut dire, de ce qu'on entend, Dominique Corona, que finalement, le 13, donc la veille, le prochain rendez-vous, c'est jeudi, la veille de la décision des sages, ce sera pas un baroud d'honneur. On n'attend pas à ranger les pancartes derrière. Non, c'est pas un baroud d'honneur, non. Sauf si le président de la République nous dit de Chine, je retire. À ce moment-là, voilà, nous sommes dans un autre monde. Il rentre aujourd'hui. Écoutez, dans l'avion, peut-être le décalage horaire, il peut avoir un éclair de lucidité. Non, mais par contre, ça ne sera pas un barreau d'honneur. Ça ne peut pas être un barreau d'honneur. Quand vous avez autant de colère dans le pays, autant de fractures dans le pays, autant de gens qui sont mécontents, qui trouvent cette réforme à fort juste titre, injuste, injustifiée, non, ça ne sera pas un barreau d'honneur. Et il y aura d'autres mobilisations avec des formes peut-être différentes. Et dernier point quand même, parce qu'il y a ce sondage-là, mais aussi un sondage hier qui est tombé sur les employeurs des TPE, qui dit que majoritairement les employeurs sont aussi contre cette réforme. Donc, cette mobilisation, elle est protéiforme. Elle est cadre, non-cadre, ouvrier, employé, patron. Tout le monde est contre cette réforme. Sauf, finalement, on a l'impression, un homme qui est à l'Élysée. Donc ça peut pas fonctionner comme ça, la République en France. Mais je crois qu'on assiste à un mouvement social historique pour le pays. Encore une fois, je tiens vraiment à valoriser ce qui s'est passé hier, tant dans les taux de grévistes dans les entreprises que le nombre de manifestants dans les 300 cortèges. C'est énorme, tout simplement énorme. Depuis le 19 janvier, on vit quelque chose qui est historique, et ça, c'est à souligner. Et puis, il y a le 13, en effet, qui va être encore une journée de mobilisation, la 12e, mais en soi, je crois que pour tout le monde, ce qui importe aujourd'hui, c'est de se dire, de toute façon, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, on n'en reste pas là. Parce que dans certaines professions, il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont mobilisés et qui disent, c'est aussi l'occasion de mettre sur la table les revendications du quotidien, de l'organisation du travail, du sens au travail, parce que c'est maintenant, finalement, que on peut ouvrir des discussions et des négociations avec les employeurs. Le gouvernement vous tend la main à ce niveau-là. Il ouvre la porte, justement, à des discussions sur les conditions de travail en général. Mais le gouvernement, la main qui tend à l'intersyndicale, notamment, avec le discours qu'a prononcé la Première ministre cette semaine, on lui a dit, il aurait été bien que ces sujets, on puisse en discuter avant même que on mette en place cette réforme. Et donc on a mis la charrue, enfin ils ont mis la charrue avant les bœufs, ils l'assument. Mais par contre, moi je tiens à préciser qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les branches professionnelles, dans les entreprises du public comme du privé, il y a énormément de revendications qu'il va falloir discuter avec les représentants du personnel. Et ça, je crois qu'il va falloir le faire très rapidement. Et c'est pour ça que le MEDEF, qu'on n'a pas trop entendu depuis le mois de janvier, il va falloir aussi que de ce côté-là, il écoute ce qui se passe un peu partout dans les entreprises. Alors, ce qui se passe, Jean-François Amadieu, on a entendu les termes en plateau, inédit, historique. C'est vrai, cette mobilisation, sur sa durée, sur sa capacité à rassembler, elle est inédite ? Oui, ce qui est inédit, c'est pas tellement la durée, c'est déjà produit, c'est plutôt, comme vous le disiez très bien, Sébastien Ménéplier, c'est le nombre de personnes sur un nombre de journées important avec des niveaux de participation importants. Ça c'était pas connu. En revanche, sur juste un bémol, si sur les taux de participation aux grèves et sur l'ampleur de ces arrêts de travail, ça n'est évidemment, on a fait mieux par le passé. Les organisations syndicales l'ont fait davantage, pas toujours d'ailleurs avec succès. Mais je dirais que l'autre innovation, bien sûr, c'est l'intersyndicale. On n'a jamais connu ça. C'est vraiment un fait incroyable qui aura sûrement beaucoup de conséquences. Ça, c'est bon, voilà. Mais la particularité de ce mouvement, c'est non pas que ces grandes manifestations, la popularité du mouvement soit pas importante. Vous l'avez rappelé, ça compte. Mais c'est pas sur ça que ça se joue. C'est-à-dire la différence principale avec les autres réformes et ce qu'on a connu depuis des décennies, c'est que dans ce conflit, l'issue, c'est-à-dire éventuellement le retrait de ce projet, ne se joue pas en réalité sur le nombre de manifestants dans la rue. Ça ferait pas bouger la ligne dure, je dirais, de l'exécutif, celle du président pour être clair. Ça ne changerait pas un iota en réalité. Concrètement, c'est pas non plus le niveau des grèves parce que le pays n'est pas. Alors justement, on va entendre Elisabeth Borne au lendemain de cette 11e